Merci Béatrice. Et merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Félicitations à tous les marcheurs, déjà. Et puis, est-ce que ça va? Vous vous sentez prêt à continuer? Ouais, d'accord. Et bonjour à tous ceux qui suivent en direct cette conférence. Donc, je me présente, je suis Olivier Bilot, effectivement. Donc, j'interviens là, ce soir, dans le cadre de l'association Artify, qui est une association caennaise dont l'objet, c'est de permettre aux citoyens et aux associations de se réapproprier un petit peu leur vie numérique. Donc, c'est très vaste. On fait... Alors, Artify, c'est du normand, qui veut dire les outils de l'artisan. Donc, on voulait un petit peu parler de la dimension artisanale et outils, remettre l'informatique un petit peu quand même à sa place d'outil. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Donc on fait un certain nombre de choses dont on pourra parler. Je voulais dire aussi que donc, je suis membre fondateur de cette association-là, bénévole, et que ma vie professionnelle, c'est le monde de la santé. Et je suis responsable d'un service informatique, responsable de sécurité des systèmes d'information dans un hôpital de Caen. Donc j'en parle parce que je pourrais peut-être en toucher 2-3 mots tout à l'heure. Donc, on va essayer de répondre à une question ce soir. Est-ce qu'on peut limiter un petit peu l'impact de l'obésité numérique? Alors j'ai eu une petite anecdote, ma maman au téléphone tout à l'heure, qui me dit « Quoi, tu fais une conférence sur les gens obèses qui utilisent l'ordinateur ?» Alors, je lui dis non, il ne faut pas confondre les deux notions, effectivement. Même si les deux peuvent être assez préoccupantes, l'obésité numérique, c'est plutôt la quantité gargantuesque d'informations qu'on est en train d'accumuler sous forme numérique et qu'on utilise tous les jours, quoi. Il faut se rappeler un petit peu que le premier ordinateur qui est né en 1945, il pesait 30 tonnes, il consommait la puissance de 80 radiateurs électriques. Voilà, en moins de 70 ans, on a quand même développé énormément le secteur. Aujourd'hui, c'est devenu totalement incontournable. On ne peut plus faire grand-chose, on ne peut plus payer ses impôts, on ne peut plus communiquer, on ne peut plus prendre un rendez-vous chez le médecin, on ne peut plus se faire vacciner ou acheter quoi que ce soit sans notre nouvel ami qui est l'ordinateur, quoi. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est quand même un puissant facteur d'évolution de la société. On le constate dans notre façon de consommer au quotidien, hein. Mais ça crée aussi beaucoup de bouleversements économiques et sociaux. Donc aujourd'hui, l'idée quand même, c'est qu'on observe un certain nombre d'usages qui ont beaucoup évolué et qui deviennent un petit peu préoccupants. Il y a une évolution très rapide de certains indicateurs qui nous incite fortement à se poser quelques questions sur l'empreinte environnementale du secteur. Donc on est tous, on est très nombreux en tout cas, à souhaiter que les accords de Paris puissent être respectés, s'en tenir à 2 degrés, 1,5 degré, voire même mieux. Mais aujourd'hui, voilà, on est tous à peu près conscients qu'on doit faire un certain nombre d'efforts, et ce dans tous les secteurs. Il faut se rendre compte que aussi l'informatique, on a une vision un petit peu, on a une vision peut-être qui n'est pas très claire parce que c'est très abstrait. On ne voit pas grand-chose, tout est planqué. Et puis, il y a quand même le fait que ça a permis de réduire l'impact environnemental d'autres secteurs. Donc c'est un secteur qui a une empreinte elle-même, mais qui, par endroits, peut quand même apporter un certain nombre de bénéfices par ailleurs. On parlera un peu de l'effet rebond, c'est quelque chose que vous avez dû entendre très fréquemment et vous connaissez tous par cœur maintenant.
pas forcément. Mais on va en parler alors tout à l'heure de l'effet rebond. C'est quelque chose qui se produit beaucoup dans le secteur du numérique. Donc finalement, l'obésité numérique, si on veut le définir, par opposition à la sobriété numérique, c'est l'usage massif, systématique et abusif de tout ce qui est numérique, en pensant que c'est totalement inoffensif. Alors, je ne sais pas très bien comment vous vous situez. Est-ce que quelqu'un a une idée du nombre d'équipements informatiques aujourd'hui par Français, par individu, dont chacun est responsable? Oui, combien il y a d'équipements par Français aujourd'hui? 2. D'accord. Ça concerne que les ordinateurs Non, tout équipement confondu. Alors dans les équipements, on va définir tout à l'heure, mais enfin, je vais le définir maintenant justement. Terminal, ce qu'on va appeler ce soir un terminal, ça va être un ordinateur, une tablette, un smartphone, un ordinateur portable, une voiture connectée, un frigo connecté, je sais pas, un appareil médical. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler un terminal. Donc, combien aujourd'hui chaque Français en porte, à votre avis? 2, Béatrice, vous avez une idée? C'est la voiture. Ça va peut-être être 2 ou 3. 3. c'est aussi Linky. Alors, je ne pense pas que Linky soit compté. Je ne pense pas que les box non plus. Mais je peux pas exactement répondre à cette question, mais j'aurais tendance à dire non. Par Français, oui. Ouais, je vous donne la réponse. En 2018, combien, pardon? 2,5. En 2018, il y en avait 5,4 par Français. Et il y a une prévision pour l'année prochaine, pour 2023, pardon, qui est de plus de 9,4 équipements informatiques par personne. Non, bah presque quand même, si. Voilà, une télévision connectée, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça inclut les terminaux qu'on a au travail? Et ça inclut certainement les terminaux qu'on a aussi au travail. Et c'est pas négligeable, hein, d'ailleurs, effectivement, toute la consommation énergétique du matériel informatique professionnel, qui est souvent... Comment? L'audio connecté, les montres connectées. Tout à fait. Il y a des tonnes, voilà, mais Alors oui, ce qu'on... Vous parliez de l'automobile. Maintenant, toutes les automobiles, il y a un ordinateur de bord. Quand elles sont neuves. Mais ils ne sont pas forcément connectés. Donc, est-ce qu'ils se comptent dedans? Ceux-là, je pense pas. Il faut que tu reprennes ce qui est dit dans la salle. Oui, pardon. Oui, il faut que je prenne ce réflexe-là. Effectivement, on parlait de comment définir un terminal. Effectivement, c'est pas évident, mais généralement, on va mettre un terminal, ce qui peut être connecté à un réseau. Ou un ordinateur indépendant. Il y a aussi un certain nombre d'ordinateurs qui ne sont pas connectés à des réseaux, qui fonctionnent de manière totalement individuelle. On va quand même le compter dans les terminaux. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur qui soit sous forme d'un téléphone, c'est une carte mère, de la mémoire, une capacité de calcul. C'est quelque chose qui a toutes les propriétés d'un ordinateur et qui est directement à l'usage d'un individu, d'une personne. Donc, c'est le principe du terminal, c'est que c'est le dernier maillon d'une chaîne. Ce n'est pas par opposition à un serveur ou à, par exemple, un équipement réseau qui ne va pas être dans la catégorie des terminaux. D'ailleurs, sur le schéma que vous avez là, c'est le suivant, pardon. Donc, on reviendra sur la répartition des terminaux, des réseaux et des serveurs. Parce qu'il y a quand même une idée reçue qui est assez commune, c'est que ce sont les data centers qui consomment beaucoup. On va en reparler tout à l'heure. Là, sur ce schéma-là, on voit l'évolution quand même assez préoccupante de la consommation des données. On n'est que sur 10 ans, hein, sur ce schéma-là, donc c'est très court.
Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une consommation des données qui augmente très, très fortement. Aujourd'hui, les gaz à effet de serre du numérique, c'est 4%. C'est plus que l'aviation civile. Et même si ça paraît comme ça, peut-être certains d'entre vous auraient peut-être vu une quantité supérieure, c'est l'évolution qui est vraiment préoccupante. En 2040, ça risquerait de grimper autour de 7 ou 8% si on va dans la même direction. Du point de vue des usages, les télés, tablettes, tout ça, ça plafonne pas mal au niveau des usages, donc c'est bien. Je ne sais pas si on peut dire que c'est bien, mais en tout cas, on a une consommation qui plafonne. Ce qu'il faut surveiller un petit peu aujourd'hui, c'est les objets connectés. Il y en a de plus en plus. Effectivement, on en parlait tout de suite. Il y a de plus en plus d'équipements. Et il y a 6 fois plus d'équipements qu'il y a 30 ans de manière générale. On a multiplié par 6 notre quantité d'équipements. Et la moitié, c'est des objets connectés. Il y a de fortes chances que ça augmente énormément parce qu'il y a une marge de progression par rapport aux objets connectés qui est énorme. Aujourd'hui, il y a seulement 40% des appareils qui sont réparés quand ils sont en panne. Donc, c'est pas beaucoup. La réparation des objets électroniques n'est pas. Il n'y a pas de grosse habitude de réparation. On a tendance à les changer. Donc il y a l'idée reçue. Il y a une idée reçue qui est assez commune, qui est que le numérique va quand même nous apporter beaucoup de bénéfices à tout point de vue, que ça va un petit peu nous sauver. Donc on a les techno-optimistes d'un côté, comme peut l'être un peu Jeremy Rifkin pour ceux qui le connaissent. Et puis on a un petit peu les techno-pessimistes de l'autre côté. Donc l'idée, il va certainement falloir trouver un compromis un petit peu au milieu de tout ça, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer d'explorer comme piste tout à l'heure. Mais par rapport à cette idée reçue que le numérique va nous sauver, qui va résoudre les questions environnementales, sociales, politiques, c'est un petit peu la même croyance que de dire, tu cherches un truc, il y a une appli pour ça, il y a une appli pour tout. Il n'y a pas une appli pour tout, en fait. C'est un peu comme de dire l'intelligence artificielle, tu vas voir, dans quelques années, ça va être génial, ça va nous soigner, ça va à peu près tout faire. Ni l'une ni l'autre n'est vraiment n'est réel aujourd'hui et n'a de chance d'arriver dans un futur proche. Par contre, l'impact environnemental, lui, il existe déjà. Donc, il y a notamment un impact qui est important, qui est donc l'effet rebond. L'effet rebond, c'est le principe qu'au fur et à mesure que les progrès technologiques améliorent l'efficacité d'une ressource, la consommation totale augmente quand même. Donc ça se produit énormément. On le rencontre très souvent en informatique, par exemple. Il y a quelque chose qui est assez impressionnant, c'est qu'on parle souvent de dématérialisation, et on reviendra tout à l'heure, mais en fait, on n'a jamais autant imprimé de feuilles qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple d'effet rebond qui concerne le numérique. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de s'échanger des documents, de les imprimer. C'est beaucoup plus facile d'imprimer 10 fois le même document, même si on n'en a pas besoin 10 fois. Enfin, voilà. Il y a aussi bizarre que ça puisse paraître, on n'a jamais autant utilisé nos imprimantes. Elles vont beaucoup plus vite, elles sont beaucoup plus performantes, et voilà, c'est un exemple. Avec les voitures, alors l'effet rebond, on le constate un petit peu partout, c'est pareil, on n'a jamais eu autant de voitures sur les routes, donc finalement les émissions de CO2 des voitures, même si elles consomment moins aujourd'hui, elles ont quand même augmenté du fait de l'explosion du nombre de véhicules. Et des exemples comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Alors, selon vous, quel est l'usage sur Internet qui consomme le plus de données ? Des vidéos. Tout à fait.
Félicitations. Et quelle proportion alors? 80. Pile poil. 80%. Bravo. Tout à fait. Donc la vidéo, c'est 80% de la bande passante d'Internet aujourd'hui. Il faut savoir que 10 heures de vidéo en ligne en haute définition, c'est quand même, ça représente autant de données que tout Wikipédia en anglais. Que si on regarde une série de 10 heures, c'est comme si on avait consulté toutes les pages de Wikipédia en anglais. En termes de quantité de données. En termes d'usage, le pire qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est regarder des films en streaming, en Ultra HD, avec des définitions énormes, et voilà, et peut-être pas forcément et donc pas forcément, enfin recommencer avec une autre série, et peut-être qu'on n'a même pas l'écran qui va avec, mais en tout cas avoir des résolutions qui sont disproportionnées. Voilà, donc ça fait partie des choses importantes à savoir. Les émissions du secteur de la vidéo à la demande, c'est autant qu'un pays comme le Chili aujourd'hui. Alors, on a une idée reçue, donc j'en parlais tout à l'heure, assez commune, qui est que ce sont les data centers qui polluent. Donc là, ici, on voit un petit peu la répartition de l'empreinte environnementale du numérique par type d'équipement. Donc à droite, vous avez les terminaux, donc je spoil directement, c'est ceux qui consomment le plus. 81% de l'empreinte est imputable aux terminaux qu'on a tenté de définir tout à l'heure. 5%, je ne me trompe pas, au réseau, qui correspond au champ de régulation aujourd'hui des télécoms. Donc ça provient, c'est une capture qui provient du rapport de l'ARCEP, sont des données très récentes qui datent de décembre 2020. Donc on a le champ de régulation actuel des télécoms. Donc ça comprend tout, les infrastructures 3G, 4G, 5G, même si elles ne sont pas mentionnées ici, j'imagine qu'elles sont contenues. Je trouve ça étonnant qu'elles ne soient pas mentionnées ici. Elles le sont? Ah, je ne les vois pas là. Ah oui, là-haut, merci. Voilà, donc toutes les infrastructures cuivre qui font passer la DSL, la fibre, et ainsi de suite. Et puis les data centers qui représentent donc 14%, qui sont l'ensemble des infrastructures qui font tourner les serveurs sur lesquels on se connecte aujourd'hui. Effectivement, 80% du web, ça va être des serveurs de Google, Amazon, Facebook, Netflix et tous les géants du numérique. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est que ce qui consomme, c'est les appareils et les appareils terminaux. Ce ne sont pas les data centers. Parce qu'on en change très fréquemment. On en change beaucoup trop souvent, malheureusement. Il y a une petite dizaine d'appareils donc par personne, et on jette 23 kilos de déchets électroniques par an et par habitant en France aujourd'hui. On pense beaucoup que le souci, c'est la consommation électrique des appareils finalement. On est de plus en plus vigilant à ça. Mais en fait, si on veut vraiment agir sur l'empreinte environnementale d'un appareil, il vaut mieux le garder un an de plus. Parce que 80% de son empreinte, c'est ou la production, l'extraction, la production, ou le traitement des déchets. Et les 20% restants, ça va être dans son cycle de vie, ça va être sa vie d'appareil, sa consommation. Donc finalement, c'est très peu. Et ça, c'est pareil. Je pense qu'une fois qu'on sait ça, on va aussi, normalement, agir différemment par rapport à ça. Donc j'ai répondu à une question que je voulais vous poser, c'est pas grave. À votre avis, combien de fois son poids en matière première pour
une voiture? Est-ce que vous avez une idée de l'ordre de grandeur? C'est-à-dire combien de fois, de fois il faut son poids en matière première pour construire une voiture? C'est pas évident, hein, si on ne l'a pas lu, ça ne s'invente pas. 10 fois, ok. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'ils peuvent interagir sur le chat sur Facebook ou pas? Est-ce que vous avez eu des questions parfois? Ils sont sur tellement de pages web différentes. Pas forcément, d'accord. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas forcément. D'accord. Alors, une voiture, c'est 25 fois. C'est déjà pas négligeable. C'est déjà beaucoup. Combien de fois pour un ordinateur portable, à votre avis? C'est plus, effectivement. C'est encore plus que ça. Il faut 350 fois le poids d'un ordinateur portable pour en construire un en matière première. Et pour un téléphone, c'est 1200 fois en matière première. Donc voilà, quand on a inventé des termes qui sont sympas, qui sont la dématérialisation, le cloud, mais en fait, il faut se rendre compte que la dématérialisation, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dématérialisation, on change simplement de support. Aujourd'hui, on est sur d'autres supports. Des supports électroniques, mais ça reste des supports qui ont un impact. On sait super bien recycler un bouquin, il n'y a aucun problème. Par contre, on sait très mal recycler une carte mère, un ordinateur, un téléphone, des composants électroniques. C'est très difficile. Donc finalement, la dématérialisation, c'est très, 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 très relatif. Et le cloud, c'est jamais que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Le cloud, ça n'existe pas, c'est pas dans les nuages, c'est pas voilà. Ça a un côté un petit peu magique tout ça qui contribue à ce qu'on oublie un petit peu les impacts que ça peut avoir. Alors pourquoi est-ce qu'on change aussi régulièrement d'appareil finalement? On change régulièrement d'appareil parce que ils ont tendance à accumuler au fil des mises à jour, au fil des applications. Et ils vont accumuler une sorte de ce que Frédéric Bordage appelle du gras numérique, qui sont un certain nombre de paramètres et de configurations qui vont les alourdir et qui vont donner l'impression à l'utilisateur qu'ils sont moins performants. Or, un appareil ne perd pas de performance. Donc, c'est vraiment une impression qu'on va avoir, mais ça va s'accumuler quand même au fur et à mesure que les éditeurs de systèmes d'exploitation et de logiciels vont nous envoyer des mises à jour et qu'on va engraisser notre appareil. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les logiciels, les pages web et les systèmes d'exploitation ont beaucoup évolué dans les dernières années. On se rend compte que pour faire tourner Windows et Office, aujourd'hui, il faut 100 fois plus de mémoire vive. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais la mémoire vive, c'est une mémoire qui est très rapide d'accès sur un ordinateur. Donc, dès que vous cliquez sur un logiciel et que vous ouvrez une application, elle va se loger dans cette mémoire vive là pour être utilisable plus rapidement. Voilà. Donc, pour faire très simple. Mais aujourd'hui, donc les logiciels qu'on ouvre, ils consomment 100 fois plus de mémoire qu'autant de Windows XP, par exemple, pour le même usage, pour Windows et pour Office. Donc forcément, c'est normal que ça nous pousse à renouveler notre matériel. Donc ça, voilà. Donc ça devient des obésiciels aussi. C'est-à-dire que là, ça rentre complètement dans le cadre de l'obésité numérique. Il y a beaucoup de pages Internet qui, il y a 20 ans, pesaient, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec les kilo-octets, les mégaoctets, mais quelques kilo-octets, et qui aujourd'hui pèsent 700, 800, 1 méga, 2 mégas à chaque fois. On va réserver un billet de train, on va prendre un rendez-vous chez le médecin. C'est beaucoup plus lourd qu'avant. Ça participe énormément à ralentir, à donner une impression de ralentir de nos appareils. Alors c'est plus ou moins
disons, volontaire de la part des gens qui développent. Malheureusement, aujourd'hui, on développe de moins en moins bien et surtout, on développe de plus en plus vite des logiciels et on construit de plus en plus vite des systèmes d'exploitation. Et l'idée, c'est de répondre à une demande évidemment toujours plus croissante. Donc il y a de moins en moins d'attention qui est portée à un développement de logiciels qui soit on va dire, éthique ou vertueux, avec une mode de développement qui va être moins consommateur des ressources de l'appareil. Combien, alors puisqu'on reste, je voudrais rester encore une minute sur les appareils, combien pensez-vous qu'il y a de métaux rares dans un smartphone, de métaux et terres rares différentes? De types différents, enfin de 4. Ouais, effectivement, ça en fait partie. De l'or. Ouais. Oui, pardon, excuse-moi. Cobalt, titane. Donc j'ai entendu 4 au fond. J'ai entendu plus que ça. Et effectivement, on en a bien plus que ça. Oui, alors, métaux, terres rares. On est plutôt au-delà de 40 aujourd'hui. Alors, je vous ai mis une petite capture juste après. Voilà. Donc ça vient donc du livre, j'ai oublié son prénom, Pitron, c'est Guillaume Pitron, qui a fait un bon livre qui s'appelle La guerre des métaux rares. Je vous le conseille. Oui, tout à fait. Donc le téléphone portable, c'est de l'or, hein, c'est de l'argent, du mercure, du plomb, palladium, cobalt, effectivement. Pas moins de 40. 40 métaux et terres rares. Ça entretient des guerres, tout à fait. Comme en République démocratique du Congo, qui est peut-être la plus connue. Oui, tout à fait. Pour le coltan. Ouais. Coltan, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, mais en tout cas, effectivement, c'est une... Donc l'extraction des minerais, hein, ça consomme de l'énergie, ça génère des conflits armés, ça pollue. Voilà, il n'y a pas pire. En phase de production comme en fin de vie, les composants électroniques, ils polluent énormément. Ils polluent vraiment, un appareil, ça pollue vraiment, comme on le disait tout à l'heure, au début de sa vie et à la fin de sa vie. Les processus de recyclage, c'est très coûteux, c'est très agressif, c'est très difficile. Et aujourd'hui, ça coûte plus cher de recycler que d'acheter les matières premières qu'on vient d'extraire. Donc finalement, il n'y a pas d'incitation au recyclage aujourd'hui, ne serait-ce que pour cette question des coûts. Malgré la convention de Bâle, on envoie toujours nos déchets en Afrique, on envoie toujours nos déchets en Chine. Donc avant, on le faisait sciemment, et aujourd'hui, on le fait toujours aussi sciemment, mais on étiquette les containers en disant que c'est c'est de l'humanitaire, ou alors c'est des pièces de recyclage, pardon. Pour donner une deuxième vie au matériel. En réalité, sur place, la plupart du temps, c'est brûlé hein, pour en extraire des matériaux. C'est fait par des enfants, comme au Ghana. L'idée, voilà, c'est très organisé d'ailleurs. Hein, et le but est d'extraire et de valoriser les matériaux, et le tout dans des conditions qui sont vraiment déplorables.
Donc je vous passe les photos des enfants qui brûlent les câbles, et les cartes mères et tout ça. Mais vous les connaissez, je pense qu'on a beaucoup, on sait de quoi il s'agit aujourd'hui. Donc finalement, l'impact du numérique, c'est beaucoup de ressources, ce qu'on appelle les ressources abiotiques, donc l'eau, terre, métaux rares. Et ces ressources-là, elles se tarissent très rapidement. Il y a de fortes chances que dès 2030, il y ait un certain nombre de métaux qui viennent à manquer. Aujourd'hui, on connaît aussi le rôle de la Chine un petit peu dans ce commerce-là, hein. Donc malheureusement, ils savent très bien comment faire, hein. Donc ils refusent de vendre les matières premières, ils vont vendre un certain nombre de choses qu'uniquement en transformées, en composants par exemple. Donc il y a certains métaux qu'on ne peut tout simplement pas acheter comme ça aux Chinois. Voilà. On est très dépendant d'eux en tout cas. Mais les Allemands ont gardé une certaine indépendance vis-à-vis de la Chine. Est-ce que les Allemands ont gardé une indépendance vis-à-vis de la Chine? C'est une bonne question. Ça m'étonne peut-être, mais ça m'étonnerait, sincèrement. Ouais. Ouais, j'ai pas lu la totalité du livre. Ils en parlent. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme substitut? Ils n'achètent pas qu'aux Chinois, ils achètent. Ils se débrouillent pour acheter ailleurs aussi. Ouais. Je pense qu'il y a quand même moyen. C'est-à-dire que sur les exploitations minières ne sont pas systématiquement toujours dans un seul pays, hein. Mais pour certains détiennent quand même 80%, 90% aussi. C'est aussi une question de quantité. Mais effectivement, il y a sûrement. Après, à l'avenir. Est-ce qu'on va trouver aussi des nouvelles ressources ailleurs, en quantité suffisante? Moi, j'en doute. Ou est-ce qu'on va changer la technologie? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les alliages sont... oui. Est-ce qu'on va changer de technologie? Est-ce qu'on va faire évoluer suffisamment la technologie pour pouvoir se passer et être moins dépendant aussi? C'est une bonne question. Moi, ce que je pense, c'est que malheureusement, si on miniaturise parce qu'on est capable de faire des alliages de plus en plus élaborés. Et finalement, on va avoir du mal aussi à développer des technologies sans avoir des métaux et des alliages qui sont toujours qui ont des propriétés très particulières. Et malheureusement, je doute qu'on arrive à faire de la low-tech avec des simples aciers, et faire plutôt de la high-tech, en tout cas avec ces aciers-là. On est quand même dans un téléphone, c'est vraiment un petit concentré de technologie. Je pense que si on voulait le faire avec d'autres métaux, il faudrait peut-être revenir au téléphone des années 90. Et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Alors, si on veut quand même, il y a quand même un certain nombre de solutions. On a des pistes de solutions. Est-ce que vous en voyez? Alors, se rendre moins dépendant de la Chine, je pense que c'en est une, effectivement. Mais heureusement, on a quand même un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il se pose la question quand même de la régulation des usages. Des usages, oui, tout à fait. La régulation des usages, des contenus. C'est-à-dire qu'on priorise les contenus, on apprécie un petit peu la pertinence respective de chacun des contenus, et puis on dit, bon, oui, d'accord, ça, un petit peu moins, voilà. C'est un peu difficile, notamment parce que ça oblige à avoir une cohérence globale. Et puis, il y a un jugement moral, forcément, déjà. Et puis, ça nuit aussi un petit peu à la neutralité du net. La neutralité du net, ça sous-entend qu'il n'y a pas de priorité, enfin, il n'y a pas de hiérarchisation dans le contenu de ce qui passe sur les réseaux.
Donc bon, c'est pas le plus simple. On a des incitations, on peut faire un certain nombre d'incitations financières. Voilà, on peut mettre en place des référentiels et des labels. C'est ce que font le club Green IT aujourd'hui. Donc je suis en train de creuser cet aspect-là dans un autre cadre. Mais voilà, les référentiels de bonnes pratiques, là par exemple, sur le club Green IT, ils ont publié un référentiel qui donne 65 bonnes pratiques pour son système d'information et faire en sorte qu'il soit à diminuer son empreinte environnementale. Il y a les labels aussi, donc Green IT aussi donne un label. Il doit y avoir une 60aine d'entreprises aujourd'hui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui sont concernées. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont possibles de ce côté-là. Il y a aussi la question de la low-tech. Peut-être qu'on ne pourra pas rester éternellement avec de la high-tech partout. Hein. Tout à l'heure, on prenait un café, j'entendais parler des gens de domotique. La domotique, oui, si on veut ouvrir ses volets, fermer ses volets, finalement, c'est des installations qui sont aussi concernées, qui rentrent aussi dans ce cadre-là. C'est de l'informatique un petit peu partout et ça consomme beaucoup, ça a une empreinte qui est non négligeable. Donc, on va se poser la question des usages, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça comme si on en a vraiment besoin, comment on peut le faire voilà, donc les low-tech, c'est l'idée aussi de revenir à des choses un petit peu plus simples. C'est utiliser le SMS. Par exemple, le SMS, ça consomme presque rien. Il y a des tonnes d'usages qu'on peut faire avec le SMS aujourd'hui ou maintenant, de toute façon, la plupart d'entre nous ont un téléphone, donc autant l'utiliser. Et pourquoi pas l'utiliser avec le SMS. Si vous venez vous faire opérer dans l'hôpital dans lequel je travaille, vous allez avoir la veille un SMS qui vous rappelle si vous avez une douche à prendre, si vous avez des précautions particulières préopératoires, vous allez recevoir un SMS. Et en post-opératoire, vous allez en recevoir un deuxième qui vous demande si vous souhaitez être appelé ou pas par une infirmière. Vous répondez oui ou non. Voilà. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont possibles. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on est capable en médecine, encore une fois, de détecter des cancers quasiment mieux que des médecins spécialistes. Mais il faut savoir qu'on a aussi des très bons résultats avec les chiens renifleurs. On l'a vu aussi pour le Covid. Les chiens renifleurs, ça marche très très bien. Et c'est de la low-tech en quelque sorte. J'ai une question justement. Oui. La publicité sur écran numérique dans l'espace public fait-elle partie de cette obésité numérique? Alors, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter? La publicité Ouais. sur écran numérique Oui. fait-elle partie, dans l'espace public, fait-elle partie de cette obésité numérique? Oui, complètement. Alors, oui. La publicité sur les écrans numériques dans les espaces publics, ça rentre totalement. C'est allumé 24 heures sur 24. Un écran, ça consomme énormément. Il y a beaucoup de composants électroniques dans un écran. Donc oui, ça rentre entièrement dedans. Je pense que ça ne pose pas qu'une question, on va dire, technologique. Et, ça pose aussi, je pense, des questions sociétales et morales par rapport à la quantité d'informations et de publicités qu'on peut ingurgiter dans une journée. Hein. C'est assez impressionnant. Donc, effectivement, je pense qu'on pourrait très très bien s'en passer. Il y a certains maires qui arguent que les publicités sur l'espace numérique, les publicités numériques, économise l'essence et tout dont il y a besoin normalement pour poster les publicités. Oui, mais je pense que ça me paraît. Alors oui, je reprends ta question. Oui, il y a des industriels, c'est ça, tu dis, ou des maires, oui, qui vont aller utiliser l'argument donc de l'économie
l'économie d'essence pour aller afficher dans les panneaux publicitaires traditionnels. Ouais. Ouais, c'est sans doute vrai, mais je pense qu'il va falloir afficher un certain nombre, il va falloir quand même afficher beaucoup d'affiches pour compenser. L'empreinte d'un écran. Une feuille de papier, c'est déjà pas négligeable, hein, mais on peut imprimer un paquet de feuilles avant d'arriver à l'empreinte à la même quantité qu'un ordinateur ou qu'un écran. Donc je ne suis pas sûr que cet argument-là, il faudrait quantifier. Mais je ne suis pas convaincu par l'argument là. Après, j'ai pas les chiffres sous les yeux, donc je pourrais pas. Alors, parmi les solutions, il y a quand même ce qu'on peut faire. C'est pas évident, mais on peut agir sur la demande. Quand même, on peut inciter aussi les consommateurs à demander d'autres produits. C'est arrivé. Par exemple, Windows Vista, ça fait partie des choses qui ont provoqué un tollé, qui a été refusé par les consommateurs. On a fini Windows XP. Microsoft a sorti un système d'exploitation qui s'appelle Vista, donc qui était son successeur, mais qui a été tellement mal conçu qu'il a été purement et simplement quasiment retiré, quoi. Et donc ils ont prolongé la durée de vie de Windows XP et ils sont concentrés sur le développement de Windows 7. Donc on a quand même un pouvoir en tant que consommateur, toujours. Aujourd'hui, donc, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, hein. On a tendance à croire qu'on ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui a vu le jour cette année aussi, qui est en bas de cette diapo-là, et qui s'appelle l'indice de réparabilité. Donc aujourd'hui, c'est une obligation, hein, pour les gens qui fabriquent, les fabricants d'appareils, d'ordinateurs, de téléphones portables et un certain nombre d'électroménagers. Et ça va classer les produits sur une note de 0 à 10 en fonction de certains critères qui permettent ou non de réparer l'appareil. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site, hein. Vous allez voir votre appareil, votre téléphone ou votre ordinateur, s'il n'est pas trop ancien, ils vont sûrement apparaître sur le site. Par exemple, on se rend compte que le Fairphone, il a une note de 8,6, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent le Fairphone ? J'en ai entendu parler, c'est vrai que j'aimerais avoir un Fairphone. Est-ce que c'est vraiment si bien que ça ? Ok. Alors, est-ce que c'est si bien que ça, le Fairphone ? Et qu'est-ce que c'est ? Voilà. Je pense que j'avais cherché et ça coûte à peu près 300 €. Pas moins, ouais, c'est ça. Extrêmement cher. 300-400, ouais. Et puis, il n'y avait pas des bonnes qualités photo. Alors, je crois qu'ils ont, si je ne me trompe pas, ils ont amélioré encore, je ne sais pas, il y a combien de temps tu as regardé ça ? Parce que il y a 6 mois, je crois qu'ils me demandent s'ils n'ont pas sorti un nouvel objectif. Alors, l'avantage du Fairphone, c'est qu'il peut être totalement démonté et sans compétences et sans outils particuliers, en pièces. Il est vraiment comme du Duplo, quoi. On enlève la batterie, on enlève l'objectif de l'appareil, on enlève l'écran, et tout ça sans compétences techniques particulières. Donc si on a quelque chose qui tombe en panne, on va pouvoir changer une pièce soi-même. L'idée, c'est de faire durer l'appareil beaucoup plus longtemps, le téléphone beaucoup plus longtemps. Effectivement, ça coûte un petit peu plus cher qu'un téléphone, mais je pense qu'on peut s'y retrouver sur la durée, en le conservant plus longtemps. Un autre avantage, c'est qu'on va pouvoir lui installer un système alternatif au système habituel. Donc, après, on pourra en parler pendant des heures, mais voilà, il existe des systèmes aussi alternatifs à Android et à iOS d'Apple. L'avantage aussi du Fairphone, c'est qu'ils donnent une attention particulière à la provenance des matières premières.
Donc ils vont essayer de s'émanciper au maximum des matériaux et des matières premières qui proviennent de zones en guerre et essayer d'utiliser un maximum de composants plus éthiques. C'est un grand progrès quand même. C'est un grand progrès, ouais, effectivement. Je pense que ça, c'est aujourd'hui, quitte à avoir un téléphone, je pense que ça vaut le coup de s'y pencher. Ouais. Et la question, c'est pourquoi est-ce que les autres constructeurs ne se sont pas mis là-dedans? C'est-à-dire, ils ont les moyens, quoi. Samsung, Huawei, tous ces gens-là, ils ont les moyens de le faire, quoi. Donc il y a vraiment une volonté de pousser le consommateur à renouveler ses appareils. Ouais, le fric. Tout à fait. Et donc, le Fairphone, c'est quelle marque alors finalement? Eh ben, je crois que c'est Fairphone. Ouais. Donc, quelque chose, vraiment, si on doit garder qu'une... pardon? Faire, F-A-I-R. Et ça veut dire juste en anglais. Que veut dire faire? Ouais, c'est ça. La question était que veut dire faire? Et voilà, donc s'il y a vraiment un élément qu'on doit garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, si on veut agir, il faut garder ces appareils plus longtemps. Lutter contre l'obsolescence programmée. Et comment est-ce qu'on peut aussi lutter contre l'obsolescence programmée? C'est en essayant d'utiliser des systèmes alternatifs dont je parlais. Donc, par exemple, nous, au sein de l'association Artify, on fait aussi la promotion des logiciels libres. C'est-à-dire qu'on pense que la réappropriation et l'émancipation et le transfert et le bien commun passent par l'utilisation des logiciels libres. Est-ce que vous en avez entendu parler déjà? Est-ce que vous êtes utilisateur de logiciels libres vous-même? Est-ce que les Frama, ça en fait partie? Alors oui, c'est des services en ligne basés sur des logiciels libres. Les Frama, les logiciels. Oui, est-ce que les outils Framasoft font partie de l'écosystème du logiciel libre? Tout à fait. Alors on a les logiciels libres d'un côté, on a les systèmes d'exploitation, hein. Le système d'exploitation, c'est un logiciel qui va se connecter avec le matériel, hein, c'est la couche basse qui est juste au-dessus du matériel et qui va permettre aux autres logiciels de tourner. Donc parmi les systèmes d'exploitation, donc on a pardon? Alors Free, c'est un fournisseur d'accès. Lui, il va nous permettre de se connecter à Internet, il va faire la passerelle avec les réseaux, les réseaux Internet. Alors, les systèmes d'exploitation, on a Ubuntu, effectivement. Linux. Pardon? Linux. Linux. Voilà, ouais, Linux, tout à fait. Ouais. Alors, en fait, Ubuntu, c'est une version de Linux. C'est Linux plus d'autres logiciels libres qui sont qui sont packagés et qui vous sont fournis, effectivement. Donc on a Microsoft Windows qui est quand même très connu. On a l'Apple OS. Alors iOS c'est sur le téléphone et macOS. Voilà. Et on a Linux qui est décliné en un certain nombre tout un tas de versions différentes. Donc c'est un petit peu contraignant au début. Il faut l'essayer, mais ça vaut le coup. Donc nous, ce qu'on fait dans le cadre de notre espace d'entraide à l'Artify, c'est qu'on peut accompagner les gens dans cette transition-là aussi. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'expérience sous Windows, soit parce que vous avez travaillé dans le monde du travail, vous avez appris à vous en servir, on vous a formé peut-être, certains, pas forcément beaucoup d'ailleurs. Et certains ont basculé dans le monde Apple parce qu'ils ont un travail qui était soit dans le médical, soit dans le monde de la création artistique, généralement, hein, ça, je fais des généralités. Et puis voilà, il faut savoir qu'il existe une troisième alternative qui, elle, va permettre d'utiliser son matériel plus longtemps. Sous Linux, en général, on peut sans difficulté utiliser son ordinateur 2, 3, 4 ans de plus. Hein. Ça s'engraisse pas, ça s'engraisse beaucoup moins et le développement des logiciels et du système, il est conçu de manière à être totalement optimisé du point de vue des performances. Les développeurs de Linux, comme les développeurs des applications, des logiciels libres, généralement, hein, bien sûr,
on tienne une attention toute particulière à ça. Alors c'est une vraie démarche, hein, donc il faut y croire, il faut en avoir envie et il faut se faire aider comme partout en informatique. Donc nous, c'est ce qu'on... Et donc, avec Linux, le système d'exploitation, c'est ça, hein, Voilà, on peut utiliser les mêmes, enfin, les mêmes logiciels. Est-ce qu'avec Linux, on peut utiliser les mêmes logiciels? Alors c'est une question qui revient souvent. nos anciens fichiers avec, ce que je veux dire. Je vois très bien, je vois très bien ce que vous voulez dire, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Mais alors, il y a la compatibilité des documents, par exemple, est totalement sûre. Si vous utilisiez LibreOffice sur Microsoft Windows, vous allez avoir le même LibreOffice sous Linux. Les boutons vont être situés au même endroit, grosso modo. Et la compatibilité des documents va être totale. Si vous utilisiez Microsoft Word sous Windows, vous n'allez plus avoir Microsoft Word sous Linux. Donc vous allez être obligé d'apprendre LibreOffice ou OpenOffice. C'est une vraie démarche, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, ça me paraît nécessaire. Et je pense que c'est... Alors, c'est pas plus dur que ce que vous avez déjà appris aujourd'hui. Si vous apprenez les concepts, si vous apprenez un petit peu ce qu'il y a derrière, vous allez avoir beaucoup moins de mal par la suite. Ça va vous aider à apprendre aussi d'autres choses. L'informatique, il faut éviter de l'apprendre en mémorisant où est placé le bouton. C'est ce que j'appelle l'apprentissage au pixel. Si les gens qui apprennent vraiment les emplacements des boutons ont beaucoup de mal ensuite à s'émanciper de leur environnement. Mais voilà, régulièrement, on est contraint de le faire. Hein, quand on a un nouveau téléphone avec une nouvelle version, quand Office passe de la version 2003 à la version 2010 au travail, il y a tout qu'à changer. Hein. Donc finalement, de gré ou de force, généralement, ce qui prouve qu'on est capable de le faire. Donc parmi les solutions, voilà, je pense que les logiciels libres en font partie. Voilà pour ce que je voulais dire aujourd'hui. L'idée aussi, c'est, je pense, de vraiment garder l'informatique, conserver l'informatique à cantonner à son rôle d'outil. Il faut aussi rappeler que finalement c'est difficile à expliquer, mais que l'informatique doit être à notre service, hein, et puis qu'on doit éviter d'être esclave aussi de l'outil, parce que de plus en plus on a tendance, voilà, faut se rendre compte qu'on y passe beaucoup de temps. On espère tous que ça nous en fasse gagner, et malheureusement c'est pas toujours le cas. Donc, je pense qu'il faut vraiment penser en entreprise aujourd'hui, ça fait partie des choses qu'il y a à faire aussi, c'est de vraiment penser les outils et pousser aussi les développeurs dans la rédaction des cahiers des charges. Hein. Ça m'arrive très régulièrement d'acheter des logiciels très professionnels dans mon entreprise, mais l'idée c'est quand même de faire en sorte que les achats soient bien réfléchis, logiciels. Voilà. Pas oublier que c'est un outil. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Comme j'ai un petit peu de barre, vous avez parlé des big data, tout ça, Des data centers? Oui, c'est ça. Oui, on en a parlé un petit peu. Alors, on disait que ce n'était pas ce qui consommait le plus, parce que les serveurs, en général, durent longtemps, et puis que c'est finalement un serveur, ça permet à beaucoup d'utilisateurs de s'y connecter. Donc on a des milliers d'utilisateurs qui utilisent finalement qu'un serveur. Et que c'est la partie qu'on croit consommer le plus, qui a une empreinte numérique importante, une empreinte environnementale importante. Alors que finalement, c'est vraiment les tablettes, les ordinateurs, c'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Ça fait quand même beaucoup de chaleur, les data centers. Alors la question du refroidissement, oui, mais alors aujourd'hui, il y a des progrès énormes qui sont faits. Mais je suis d'accord, ça fait partie... Des données, là, tout ça, on nous dit, par exemple, quand on nous dit l'idée qui court qu'il faut vider sa boîte mail, qu'il ne faut pas conserver des mails trop... Enfin,
Ça fait partie des idées reçues. Si on veut vraiment agir, ça ne sert à rien de vider sa boîte mail. En tout cas, ce n'est pas la priorité. Ça ne fait pas de mal, hein, mais ce n'est vraiment pas la priorité. Il vaut mieux garder son ordinateur 3 mois de plus, même, ou vaut mieux éviter de regarder un film en Super HD un soir. Je pense qu'on gagne 1 an ou 2 ans de mail, hein, sans difficulté, hein, largement. Alors qu'un film, je n'ai peut-être pas assez insisté dessus, mais quand on regarde un film, ça consomme plus d'énergie que de fabriquer le DVD avec la boîte, l'emballage et tout le contenu, hein. C'est énorme l'impact qu'a la vidéo. Parce que les infrastructures aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'elles soient saturées. Avoir des infrastructures saturées, c'est des utilisateurs qui vont être mécontents. Donc c'est des clients mécontents, c'est pas bon. Donc aujourd'hui, on a des grosses infrastructures pour faire passer des grosses quantités de données. Donc si tout le monde a une télé 8K à la maison, les télé 8K, c'est des télé maintenant qu'on fait à Ultra HD avec des énormes résolutions, c'est pas soutenable, on ne peut pas, les réseaux ne tiennent pas. Et si tout le monde regarde des films, voilà, ça sature énormément les réseaux. Alors la TNT, non, la TNT, ça ne consomme pas, voilà. Est-ce que la TNT rentre dans ce cadre-là? Non, c'est un réseau différent. Mais quand on regarde en replay, Par contre, quand on regarde par sa box ADSL, effectivement, là, on consomme une grosse quantité de données. Quelle est la différence entre la TNT et quand on regarde en replay? Eh bien, il y en a une qui va passer soit... Alors, quand ça passe par sa box, donc en replay, ça va passer par le réseau de données de son fournisseur d'accès. Donc, par soit la DSL, soit la fibre optique. Alors que quand on passe par la TNT, c'est le réseau terrestre. C'est un réseau totalement différent, mais qui est beaucoup moins consommateur. Donc les proportions ne sont vraiment pas les mêmes, hein. Donc on peut inciter les gens à retourner dans les cinémas. Ah, ouais, tout à fait. Plutôt que Netflix, oui, tout à fait. Les gens qui nous regardent en Facebook en live actuellement. Oui. Tu fais bien d'en parler. parce que là on est. Il faut répéter la question. Alors, les gens qui ont Facebook Live aujourd'hui, alors c'est pas le domaine que je connais le mieux, mais effectivement, ça fait partie. Là, aujourd'hui, on diffuse cette vidéo-là à des milliers de personnes, des centaines de personnes en même temps. Ça rentre tout à fait dans la quantité de vidéos dont on parlait tout à l'heure, qui est diffusée, qui est regardée, qui est consommée chaque minute. On consomme de plus en plus de vidéos, c'est énorme. Donc, ils ne regardent pas en Ultra HD, je ne sais pas, on diffuse. Hein. Mais Toute la télécom, enfin, les vidéoconférences à gogo, là, tout le travail à distance. alors voilà, le télétravail, c'est un. Alors, Via Internet. oui, tu poses la question du télétravail. Il y a des études qui ont été faites intéressantes là, pendant les confinements sur le télétravail. L'effet rebond s'applique aussi au télétravail. On va moins utiliser sa voiture. On fait en moyenne, je ne sais plus, alors c'était une étude en Norvège particulièrement, je crois que j'ai dû lire, et ça fait 110 km de moins par personne et par semaine, donc c'est quand même pas négligeable. Par contre, il faut pas oublier que les gens effectivement consomment. Là, tout le monde a acheté un deuxième écran à la maison. Tout le monde va consommer une grosse quantité de vidéos. Et puis que les gens vont continuer à prendre leur voiture pour aller emmener les enfants à gauche, à droite, pour aller faire des courses. Et finalement, l'étude montrait que pour 110 km qui ont été économisés, il y en a 75 qui ont été compensés par le changement d'usage de la voiture. Mais les gens font quand même de la voiture. Donc c'est un exemple d'effet rebond, par exemple. Mais en ce qui concerne, pour répondre à ta question précisément, à mon avis, aujourd'hui, il faut surveiller les usages et être vigilant et être conscient de ce que ça représente. Que c'est absolument pas, que c'est pas anodin, que c'est pas invisible, que c'est pas rien du tout, quoi.
les infrastructures ont un impact. Quand on joue à Fortnite ou les choses comme ça, est-ce que c'est la même chose? Ah, la deuxième poste de consommation, après les vidéos, c'est le jeu vidéo. Ouais. Ça consomme aussi, effectivement, ça en fait partie, enfin, je crois. Hein. Dans les usages, il faudrait que j'ai les chiffres quelque part. Mais oui, ça fait partie. À quel niveau se situe la consommation quand on regarde une vidéo? C'est au niveau de l'utilisateur? C'est au niveau du fournisseur d'accès? À quel niveau est la consommation? Alors, il y a ce qu'on appelle les fournisseurs de contenu, donc, comme Netflix, comme YouTube, etc. C'est le poste de consommation. Alors, comment ça se répartit? Alors, je répète ta question. Quand on regarde une vidéo en ligne, à quel niveau la consommation se situe? Eh bien, c'est pas évident. Pas évident, ou en tout cas, c'est quelque chose, pour l'instant, on est en train de mettre en place un certain nombre de méthodes pour pouvoir évaluer très précisément ce genre de choses, mais c'est tout nouveau qu'on arrive à faire ça. Voilà, c'est l'analyse du cycle de vie, et ça c'est pour les appareils, mais les analyses de cycle de consommation des données sont très difficiles à faire par nature, hein, parce que c'est décentralisé et que c'est réparti dans un nombre d'endroits très variés. Donc, c'est pas évident de répondre à cette question-là, mais je dirais que ça sollicite beaucoup les réseaux, ça sollicite beaucoup les serveurs, et ça sollicite assez peu les terminaux. Voilà. Et comment on peut savoir si on ne sait pas bien où se situe la dépense énergétique, comment on sait que ça représente 80% de la consommation? Alors, on parle en bande passante. Si on parle de la vidéo, on calcule tout simplement la largeur des tuyaux et puis on regarde quel contenu passe dans le tuyau. Et on s'aperçoit que 80% de ce qui passe, c'est de la vidéo. Pour ce qui est, on a parlé 2 fois des 80%, c'était la quantité de vidéos sur les réseaux et l'impact des appareils, construction et traitement, recyclage. Je ne sais pas à quel 80% tu fais référence. À un moment, tu as dit 80% de la consommation de la consommation d'énergie. Alors voilà, je pense qu'il s'agit de la bande passante. C'est la bande passante. Ouais. Mais c'est les bandes passantes qui augmentent ont tendance à faire grossir les infrastructures aussi. Avant, on avait tous du 2 mégas à la maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait du 2 mégas, 5 mégas, on était très heureux comme ça. Enfin, ça marchait, quoi. Aujourd'hui, si on n'a pas du 100 mégas en fibre optique, on trouve que c'est très long. Et il faut s'imaginer que les infrastructures aujourd'hui, derrière, elles ont explosé aussi. Donc il y a quand même effectivement de la régulation par rapport à ça, puisque alors je vous conseille vraiment le document de l'ARCEP, je vous ai mis la biblio qui est derrière. Concernant tout ce qui est infrastructure réseau, il y a ces données-là qui viennent de sortir. Je ne sais pas si la souris est là, voilà, celui-là, hein, pour un numérique soutenable, avec des données du 15 décembre 2020 qui traitent essentiellement, comme l'ARCEP, c'est anciennement les PTT. C'est une autorité de régulation, donc ils vont vous donner des données très précises sur la question. C'est très intéressant. Je ne connais pas les systèmes alternatifs à Android, système d'iPod sur les téléphones, est-ce que ça marche sur les systèmes alternatifs sur tous les téléphones? Alors, tu poses la question des systèmes alternatifs sur les téléphones. Alors, c'est intéressant. Effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment une question importante parce que on rentre un petit peu sur le terrain de la vie privée aussi. Donc, il y a beaucoup de domaines. Ça touche à beaucoup de domaines. Mais pour faire très simple, aujourd'hui, la maturité... Il y a certains systèmes alternatifs pour téléphone qui arrivent à maturité.
Et il y en a un certain nombre qui vont arriver à maturité dans les années à venir. Aujourd'hui, celle qui, à mon sens, est la plus près, qui peut être utilisée vraiment par tout un chacun, c'est Android, la partie libre d'Android, donc la partie open source, la partie d'Android qui est sans les outils Google et qui est communautaire. Et donc cette partie-là, qui a été packagée dans une distribution, enfin dans un système qui s'appelle LineageOS. Celui-là, il représente une alternative utilisable et fiable. Sur Caen, on a la i-Fondation qui distribue ce système-là, LineageOS, sur des appareils reconditionnés, par exemple. N'hésitez pas à aller faire un tour. ILO, ça s'appelait ILO, maintenant ça s'appelle la i-Fondation. Et donc c'est une entreprise ou une fondation, je ne sais pas exactement le statut juridique qu'ils ont à vrai dire, mais qui distribue ce système-là sur des appareils reconditionnés. C'est la E-Fondation. E-Fondation. Question. On m'a dit qu'il fallait que ça consommait beaucoup moins en termes de bilan carbone d'envoyer un email de chez moi que de ma voiture, par exemple. Oui, alors ta question, est-ce que ça consomme plus d'énergie d'envoyer un mail de chez soi ou depuis sa voiture ou son téléphone mobile, par exemple? Ou d'un train, oui. Alors effectivement, c'est une réalité, c'est-à-dire que la 4G, ça sollicite les infrastructures beaucoup plus et ça consomme 10 à 20 fois plus d'énergie que d'envoyer la même quantité de données depuis la DSL. Depuis sa box, voilà, depuis sa box, pour faire simple. Donc oui, effectivement, un des gestes du quotidien qu'on peut faire, c'est éteindre sa 4G quand on est à la maison et privilégier le Wi-Fi, privilégier les réseaux qui passent par la box. Quid du coup de la 5G? Alors, la 5G, c'est une bonne question. Ça pose pas mal de questions. C'est un domaine c'est assez compliqué. Je me demande s'il n'y a pas aussi un petit peu d'inquiétude par rapport à ça, mais ce que je pense vraiment, il y a plusieurs questions. D'un point de vue environnemental, ta question Alors, un des principaux soucis avec la 5G, c'est que ça va pousser au renouvellement des appareils. Donc ça va contribuer à ce que les gens aient envie d'un appareil compatible avec la 5G. Pour moi, c'est le principal appareil. Après, il y a le principal problème, pardon. Après, il y a d'autres problèmes potentiels par rapport aux antennes, fabrication, par rapport à tout un tas d'autres choses. Mais celui qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est celui-là. Quid aussi c'est le Starlink, c'est ça? Alors, le Starlink, c'est celui d'Elon Musk, c'est ça? Alors, c'est une bonne question, je ne le connais pas très bien. Qu'est-ce que tu voudrais savoir à propos de Starlink? Est-ce que ça augmente justement la consommation, le bilan carbone justement de tous nos appareils connectés, quoi, de fait? Est-ce que ça va augmenter encore? Tu veux dire à l'usage, si on en fait l'usage? Si j'ai bien compris, son ambition, c'est de fournir une connexion satellite à toute la planète, quoi. Je ne connais pas l'impact d'un téléphone satellite, mais à vrai dire, je ne saurais pas en parler. Je préfère pas te répondre sur ce sujet-là. Et je sais pas, comme je répète, mais j'ai un peu piqué du nez. Est-ce que vous avez dit si la fibre c'était plus consommateur ou la fibre optique que la DSL? Non, apparemment la fibre optique est quand même moins consommateur que le reste. Mais c'est surtout, les débits sont quand même nettement meilleurs.
Mais ça doit se valoir avec la DSL quand même. Il faut savoir qu'on avait un réseau cuivre qui était bien réparti sur le territoire, donc on avait une couverture qui était importante. Aujourd'hui, on est obligé de repasser la fibre aussi, hein. C'est des kilomètres et des kilomètres, des milliers et des milliers de kilomètres de fibre. Oui, Il faut repasser. oui. Mais les technologies cuivre étaient arrivées au bout, hein, donc, bon. Mais c'est toujours mieux que de généraliser l'usage de la 4G, de la 5G. Et ben il était utilisé par les téléphones. D'accord. Téléphone classique. Ouais. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui. Vous avez parlé d'appareils reconditionnés. Il y a une boîte à Caen sur la presqu'île qui en fait. Oui. Est-ce que ça Air Emploi, je crois, hein. Oui, Alors, c'est ça, Air Pur, voilà, oui, c'est Air ça. Pur et Air Emploi. Ouais. Capitalisation. Alors, Il ouais, s'agit bien de ça. de hein. matériel reconditionné. Alors, est-ce que l'entreprise à Caen qui s'appelle Air Pur fait bien du matériel reconditionné? Oui, tout à fait. Ils récupèrent du matériel, des stocks de matériel d'entreprises qui renouvellent leur parc. Et puis, ils vont reconditionner ce matériel-là et le revendre. Oui, donc ça rentre tout à fait dans la démarche que vous avez indiquée. Oui, à l'exception qu'ils ne souhaitent pas pour l'instant installer de logiciels libres sur leurs appareils. Voilà. Est-ce qu'il y a quand on achète du matériel reconditionné, est-ce que la durée de vie ensuite est plus faible? Potentiellement, oui. Est-ce que la durée de vie d'un appareil conditionné est plus faible? Voilà. Alors, oui, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de pièces électroniques qui ont... Alors, il n'y a pas de pièces d'usure, hein, mais disons que le risque qu'il y a une pièce, par exemple un disque dur, jusqu'à très récemment, c'était une pièce mécanique. Donc finalement, plus on écrivait, plus on sollicite un disque dur mécanique, plus il a de chances de tomber en panne. Ce qui est vrai aussi avec les disques SSD, hein, qui sont les disques modernes aujourd'hui qui sont très rapides. Bref, il y a quand même des pièces qui ont tendance à se fatiguer sur le long terme. Les condensateurs, qui est une pièce électronique qu'on utilise dans tous les appareils aujourd'hui, ils peuvent, avec l'humidité, en chauffant, ils vont pas s'user, mais ils ont plus de chances de tomber en panne. Mais le matériel reconditionné, pour autant, généralement, alors, par exemple, Air Pur fournit une garantie sur son matériel reconditionné. Nous, on n'est pas en mesure de le faire, hein, de fournir une garantie sur le matériel. Mais par contre, dans nos ateliers d'entraide, vous allez pouvoir venir et si vous avez une pièce défectueuse, on va vous apprendre à la changer. Donc l'idée, c'est que vous puissiez continuer à utiliser votre appareil. Et donc, votre association, on peut adhérer pour venir... Alors le fonctionnement d'Artify, c'est une adhésion. On a un petit peu calqué notre fonctionnement sur la maison du vélo. Voilà. Après, on va pas se mentir. C'est un système qu'on apprécie, hein. Donc pour une adhésion annuelle de 20 €, vous pouvez venir fréquenter le local autant de fois que vous voulez. L'année dernière, on a réussi malgré le confinement à ouvrir quand même 2 à 3 fois par semaine sur des après-midi. L'association est au sein de la Maison des Solidarités de Caen, au rez-de-chaussée. Et donc voilà, vous avez un permanent sur place qui peut vous mettre en lien avec quelqu'un qui peut vous aider, qui a les compétences que vous recherchez. Est-ce qu'il y a une association nationale de ce genre d'organisation? Alors il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a une initiative nationale qui réunit ce type d'association? Il y a pas encore exactement ce type d'association-là, mais il y a quelque chose qui s'appelle les GUL, qui sont les groupes d'utilisateurs des logiciels libres, qui s'articulent vraiment un petit peu autour de cette idée-là et qui réunit les associations d'usagers des logiciels libres. Il y a aussi un collectif qui est très intéressant qui s'appelle les Chatons, qui s'appelle le collectif d'hébergeurs alternatifs
Neutre, solidaire. Alors il y a ouvert, neutre et solidaire, il me manque le T. Donc c'est une initiative de Framasoft. Pardon. Et l'idée, c'est que comme Framasoft commençait à prendre vraiment de l'ampleur au niveau national, ils ont souhaité essaimer au maximum. Et donc, ils ont créé ce collectif-là de manière à ce que tout un chacun peut devenir membre de ce collectif de chatons à partir du moment où il propose des services d'hébergement libres, ouverts, neutres, solidaires. Et donc voilà, l'Artify fait partie du collectif chaton. On propose un certain nombre de services, que ce soit pour les particuliers ou pour les associations de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. On propose des hébergements cloud qu'on gère nous-mêmes avec nos serveurs, avec des serveurs reconditionnés. On a des serveurs qui ont plus de 10 ans et qui hébergent encore 20 associations avec toutes leurs données, avec toute leur gestion associative, avec leur logiciel, leur cloud, mais hébergés chez nous. D'autres questions? Bon. Ben, merci beaucoup à Olivier Merci à vous. Bilot, donc d'Artify, pour aujourd'hui. Et